يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا لله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. On va donner la parole à Monsieur Mamoudi Rissal pour un mot du groupe Badior. Je salue tous les invités en leur nom et qualité. Je voudrais quand même réserver des remerciements au comité d'organisation. Les jeunes de beaucoup de villages du Fouta se sont activés depuis un mois pour organiser cette manifestation. Des jeunes de Dodel, de Bodé, de Sinthiou, de Tareji, de Guédé Chantier, de Décole Tareji, de Haïré Lao, de Kilogne, de Louren, de Numbès, de Ndjoum, de Nyanga Edi, de Kilogne, de Djami Gallo et tous les autres. Ils ont vraiment fait un travail extraordinaire. Si ce n'était pas eux, ça allait être très difficile. Donc, le groupe Badiordo tient à les remercier vivement et à les encourager à poursuivre ce travail-là et à essayer de réveiller la conscience historique des Sénégalais. Je voudrais aussi remercier M. le recteur qui nous a quand même vraiment donné et permis d'organiser la manifestation ici et surtout à titre gracieux nous a donné cette salle-là. La famille de Kadi Amar Fall qui nous a accueillis, le groupe Badiordo et les reporters qui ont accompagné son coordonnateur pour faire le film que vous allez voir. La famille de Samaïl et de Mbalen, Bassirou Bal, Massamba Bal et les autres. Je ne veux pas oublier, ils sont tous remerciés. La famille de Dodel, surtout du directeur de la radio, Omar Diop, et ses collaborateurs. La famille de Bodé, tous sont remerciés. Je tiens aussi à réserver des remerciements vraiment très chaleureux à l'équipe des reporters, avec Mortal Diop qui vous parlait tout à l'heure, Abdou Thiam et Sey. Ils ont fait un travail difficile, mais ils sont arrivés. Je voudrais remercier aussi les professeurs, El Hadj Mohamed Saïdouba, professeur Ibader Thiam, professeur Ali Udem et professeur Ibrahim Diop, qui nous ont accompagnés pour réaliser ce film. Je voudrais remercier le comité de pilotage sous la direction de Général Khan, qui n'ont manqué d'encouragement et vraiment d'assistance à notre égard. Les familles de Dimat, de Kobillo, de Horkadiere, de Chilogne,
nous ont bien accueillis aussi pour faire ce film. La famille de Djinga, surtout, ne seront pas oubliés. Ils nous ont permis d'entrer dans le mausolée et de filmer pour la première fois le mausolée de Thierno Souleymane Baal. Chers invités, je vais m'arrêter là. L'attente était très longue parce que c'est l'heure sénégalaise, mais j'en suis vraiment désolé. Nous allons commencer peut-être le travail et la manifestation. Vous êtes tous remerciés et soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Notre nation, d'un héros ouest-africain qui a contribué par les idées émises au cours ou pendant ou à l'occasion de cette révolution, des idées progressistes, des idées de portée universelle, comme l'a bien dit le professeur Iba Der Thiam. C'est des idées généreuses de libération de l'homme. Et je crois qu'aujourd'hui, les obstacles que nous, en tant qu'Africains, rencontrons sont essentiellement dus à un déficit de conscience de notre histoire. Il s'agit aujourd'hui de libérer les esprits, de montrer que l'Afrique n'a pas toujours été derrière, que dans le passé, l'Afrique a joué un rôle immense dans le développement de l'humanité, dans la production de la connaissance, de la science et dans le leadership du monde. Il s'agit donc de remettre les pendules à l'heure pour que tout le monde, d'abord nous, Africains, surtout la jeunesse, pour qu'on sache effectivement que nous sommes assis sur un socle solide, un socle historique solide, et que tous les complexes créés par ceux qui nous ont dominés, c'est des complexes qui sont créés artificiellement et qui ne reposent sur rien. Et je suis sûr que les professeurs, les grands savants qui sont ici vont prouver ça à la face du monde et rendre tout un chacun fier d'abord de notre histoire et fier de la contribution de l'Afrique. Sur cet aspect, nous avons voulu singulariser la révolution du Fouta, dont on fête le 240e anniversaire. À cette occasion, je remercie le groupe Badiorlo, dirigé par le professeur Mamadou Youri Sall, qui n'ont ménagé aucun effort. D'abord, Mamadou Youri Sall par son livre, qui a réveillé les consciences, puis le groupe par les recherches qu'il a entreprises pour exhumer l'histoire de cette révolution, l'histoire de ses leaders et ce que ces leaders ont produit comme idées génératrices de progrès, idées antérieures à la Révolution française, à tous ces gens qui veulent aujourd'hui nous enseigner la démocratie, qui veulent nous enseigner les droits de l'homme, qui veulent nous enseigner l'état de droit, que ça a été produit de manière endogène, comme a dit, je cite le professeur de mémoire, le professeur Iba Der Thiam, de manière endogène par des fils de l'Afrique. Donc c'est pour remettre les pendules à l'heure que ce comité s'est levé pour dire nous allons nous appuyer sur les structures de l'État, nous allons nous appuyer sur les éminents scientifiques que nous avons dans notre pays pour vraiment montrer que l'Afrique a compté dans le passé et comptera dans l'avenir. Donc c'est extrêmement important. C'est une entreprise à laquelle donc, je convie tout le monde à participer. Et je remercie tous ceux qui sont présents, aussi bien la famille de Thierno Souleymane Baal, la famille du Fouta, de Pire, la famille des autres qui ont contribué, des autres dirigeants de cette révolution, qui ont contribué aussi à asseoir un pouvoir électif, un pouvoir au Fouta, et non seulement au Fouta, mais aussi qui a une influence très grande dans le Cayor, dans les régions voisines, comme le Waalo, comme le Sénégal oriental, le Fouta Djallon. C'est-à-dire donc qu'il y a une unité profonde, ce n'est pas un particularisme, mais une unité profonde, non, je ne dis pas du Sénégal, mais de l'Afrique de l'Ouest, qui est ici recherchée, qui est ici mise en valeur.
Je vous remercie beaucoup et je souhaite plein succès à ces travaux et je suis sûr que nous allons y réussir. Merci. Ba jorɗo min pira ɗum ko halfeere e karfeeje arab walla qur'ana ene jogii manaji mawɗi no kañum woni harfeere aɗa woni nde inde Allah woni ba jorɗo ɗum noon so tawi goomu daranima ba jorɗo ni uddita damal gandal e witto tarih ne adda ɗum hannde ene nawa en janngo eɗen fof eɗe poti darade ballen ɓe ɓe mbi hannde yen jewtu ko faati e darde ceerno Souleymane Baal oɗo gorko labaɗo moƴƴo e rewnoɓe makko ceerno Abdoulkadiri Hammadi Kane e woɗɓe yanoɓe pire e yanoɓe Fuuta funnague e yanoɓe hirnague e yanoɓe rewo e yanoɓe worgo garti tawi Fuuta ene tongi musɗi tawi Fuuta ene woni e caɗele ene woni e kalifandi so jeeyi e defte tarihi en koje mon taw ɓe mbiya wonde ɓe jettinoma e nokku bamɗi girji battino nannede e jumaji ngam seyfidde julɓe wattino neɗɗo adda fetel muɗum e laamu diniyankoɓe ngo ganduɗa duumima fodde duuɓi 150 ko ɓatti ɗon naata e jama ene jogui fetel lowaɗo wiya kala tukkitiɗo mi fayi mu fiyande ɗum ɗo so yimɓe jettima ɗo alay saago wooda dilluɓe alay saago wooda dariɓe dado beele jaltine leñol ngol e caɗele ɗe ɗum woni ko ceerno Souleymane Racine Baal gorko mo boode ko watno on sanga dillande ittude ɗiɗo tongi ne muusi ne satti kono pellisal so ari hawri e haqqille laaɓɗo e fimde sellude ala ko wawa gasde ko ɗum ɗo yilete yimɓe rewɓe e worɓe yilete muɗumen ko pellital e fiye e miijo laamgo e fimde sellude o daranima on sanga ittude ɗiɗo ɓoggi tajjeɗi ede laaɓa car wona ɓoggi safalɓe tan no heewi yirede ni on sanga sa ƴeewi funnague meɗen bamaranko ɓeɗan toon moosi en banggue hirnague waalo barak non toon e ɗaɓaɗa ko wela sa ƴeewi to banggue worgo hirnague e worgo pop wonko woni toon ha laamu Kajoor laaminoma Fuuta Tooro e oɗon sanga leñol gonnolngol toon ngol wonno koye faaɗede e caɗele mbeɗa yaltindeɓe hen noon alay saago wooda ko lelna ko tiiɗi wonno saɗa yiiɗi dillinde leñol ko ma lelna ko tiiɗi leñol ko tiiɗi noon ko ardu firtude ko woni haqqillaji ko kala leñol ngol firtani ko woni haqqillaji muɗum sa wi aɗa dillina leñol ngol gasata ɗum waɗi o adi foof ko wiiɗeɓe wonde oɗon mbawi firtude ko woni ɗo ko kadi goɗɗo arata firtana on ɗum ko ɗum ceerno Souleymane Racine Baal nde janggo e arti ko ɗum waɗe e mabɓe ɗimmewel ngel ko ƴeewde leñol fof ngol jiiɗa ene jogui hohoɓe leñol ko jangguɓe ko finɓe ko joom haqqillaji en sen ƴetti yeeru ceerno Souleymane Baal ma en taw wonde goomu ngarwani o walla fedde arwanide nde o adi darnude beele yidde haɓade bonande o yaltinum diwan o ko ɓiɓɓe ceerno Boubou Kassoum ganduɗa mo jiide muɗumen 12 gorko ene ndeni Qur'ana ko ɓeɗo o fuɗɗori rendinde fuutankoɓe yo ngar kapto toñangue calo jeeyede jaltina caɗele itta pirta laamu deniyankoɓe ngo woni dawal garwaniwal caggal ɗum o naate nder diwan he omo yahe omo anduɓe mo haalda e mabɓe to jaaba Degle to jaaba Liiduɓe to Hoore Fonde to Cilon e nokkuji goɗɗi omo wiya anduɓe darne mon hande ko ñalawma moɗon ummoɗe taƴe ɓoggi kala fuɗi kaɓɓuɗi daaɗe leñol mon ɗum jibini anduɓe ɓe mbiyo disnodir ƴeewa o yete oɗo gorko garɗo e muɗumen o yete ɓe koolimo yete mo yona eɓe jonamo yete eɓe mbawi rewde caggal makko beele rimɗinde leñol ngol ɗum waɗi nden ɓe jewti ɓe tawi dendagal mandeji gorko poɗɗo wonde gardiɗo ene kawri e makko ɓe jaaɓi rewde caggal makko ɓe kirjini leñol ngol yo heɗomo ɗum woni dellere anduɓe fuutankoɓe fokkiti Allah waɗi on sanga worɓe woɗɓe ne janggoyno sahal ene janggoyno funnague ene janggoyno hirnague ne gattino ceere diwan he ene jooɗi ene jangguina bandiraɓe leñol wawa runjude so tawi anduɓe jooɗaki jangguini pirti ko woni haqqillaji e famamuyaji ñawɗi ko itta ɗum nana hen famamuya cellude beele leñol ngol wawa wonde leñol cellugol to ɓalli to pittali e to haqqillaji ɓe daranima ndeɗo darde
e Dumuna Dabbo ɓe pirti laamu deniyankoɓe e gardegol ceerno Souleymane Racine Bal ɓe cuɓima almami Abdoulkadir Hammadi Kane gorko mo appe gorko mo Koɓɓillo ardema Fuutankoɓe ɓe pelliti darnude ko wiyete dowla almameɓe. Dowla almameɓe noon wonata yimɓe gari jooɗima kaali ala. Dowla almameɓe nde Souleymane Racine Bal yahata nde kanko tan waɗi ɗum e diwan he koye fodde komin gandi e bittuji tarih ɗacca bindi winda joƴƴina wiya wonde somi yalti ɗo cuɓoroɗo e laamu cuɓoroɗo ni laamo cuɓoroɗi laamo e laamotoɓe ɓe. Ɗacci ko wiyete wasiqa tasisiya. On ɗon wasiqa tasisiya woni windande so soore laamu ko heen caggal ɗum ɓe tugna ɓe mbaɗi batu mawɓe ɓe mbaɗi batu anduɓe ɓe mbaɗi jagorde ɓe jeehi to jorbewol ɓe cuɓi almami Abdoulkadir Kane ɓe mbaɗi ɗum gardiɗo maɓɓe. Dowla o daranima ko adi pop ko wiide oɗo dowla ko yimɓe rimɗuɓe jeymo hol ɗum maccugo ko wonata ɗo. So duttima e archive so jeeyi IFA mawto toon ɓatake mo almami Abdoulkadir winduno tubakoɓe on sanga omo wiyaɓe heen wonde so tawi addata on e Fuuta ko daade yimɓe walla sodde ɗumen woto koyɗe mon jaɓɓuɗo kala mo koygal mo yaɓɓi ɗo mamin coddande muɗum. Nde wonno gorko neɗɗo ko dimo julɗo halfetake julɗo jeeyetake julɗo wonata maccuɗo. Wonde ɓe gadima rimɗude yimɓe ɓe kayi hay laaɗe tubakoɓe taccuɗo diwan o so wona joɓa. Ɓe jettinoma nden ɓe jeehi haaɓe pooli ɓe kepti ɓe jeehi e safalɓe arannoɓe ene daha en arannoɓe ene ƴetta muuɗo hormo almami Abdoulkadir windi elil kowri ɓatake ene mofta ha joni omo wiya mo neldam dimaɗi dimi enen gonde kaɓirde muɗum mboɗo waɗira jihadi e petilaji e lawol Allah. Ɓeeɗo arannoɓe en ƴetta men muuɗo hormo watti ko lamɗi mun mbiyete yo gaddu kaɓirɗe amin kaɓoro e jihadi fi sabilillahi. Bandiraɓe laamu almameɓe darima ko ɓuri mawnude ko ngu ɗacce e juuɗe meɗen ko gueɗe garoje ɗo ɗe. Keerol Fuuta darima jolɗe cukkama gure darnama leyɗele peccitama e wawɓe remde ɗumen. Goo ɗimmewel ngel keeri min fof ndeeƴi woni han kadi alamo miijotoɗo ummade boowal ne arana daha walla arana fiya walla arana ƴetta jawdi yimɓeɓe. Tata ɓiwel ɓe cari gandal wiyama ɓe mahi capanɗe jeetati e jeeɗiɗi juma e jama kala juma e jama ne wonde anduɓe ɗiɗo ene jangguina hen goto jooɗaniɗon ko almami ene ñawra sharia Allah subhanahu wa taala. Watti yimɓeɓe so debbo toñama to ɓuuri woɗɗude hulata waɗɗo bamguel mum walla poussiére muɗum ara ha Koɓɓillo walla ara ha Boode walla nokku goɗɗo ñawane heɓa gonga ruttoya. Holɗum ɓe gaddi nunɗale e potal e nder diwan he. Toɓɓere rewde hen nde koɓe gandi wonde yimɓeɓe ɗon ɗo ɓe keddiɗo ɓe gonnoɗo e needi e moƴƴere ala bawɗe mabɓe hunde. Ɗum woni ɓe mbi alay saago yimɓeɓe jillonire ɗum guila ñande jorbewol woni dendiɗagal waɗa hakkude yirlaɓe e bosoyaɓe ƴeewa anduɓe yanoɓe ne péri gartira min tanama ko hen jeeya Alpha Hamadi Falil ko fernoɓe gartira mbiya yo koɗe e jolɗe mbawa sukkude jolɗe ɗe yimɓeɓe mbawa dejje e nder diwan he. Bandiraɓe mbiya ƴettu kongol ko ɓuuri ɗo mbiyen dowla almamiɓe darima wuuɗi fodde duuɓi temedere ɗacci batte mawɗe e nder leñol he kono noon caggal ɗum wona arɓe ɗen ɗon batte ubbi ɗumen. O ñalawma hande ko ñalawma ubbidde darde e golle e batte dowla almameɓe e dowlaji nanduɓe e dowlaji almameɓe ko wayno dowla gonnoɗo Ɓundu dowla gonnoɗo Fouta Djalon gonnoɗo to Sokoto mo Ousmane Dan Fodi on e woɗɓe yo wurtine hande artire jangge ande ƴeewen kala hen ko moƴƴi jooɓoɗen beele mbawi ñande janggo bandiraɓe on jarama. Monsieur le directeur général de l'enseignement supérieur, monsieur le professeur Iba Der Thiam, monsieur le professeur Malick Ndiaye, avec qui nous participons à cette table ronde sur l'œuvre de Thierno Souleymane Baal, célébrant le 240e anniversaire de la révolution Torodo. Donc je voulais saluer l'ensemble de l'assistance en leurs noms, titres et qualités. Je devrais dire que ce n'est pas le recteur de l'université Cheikh Anta Diop qui vous parle,
c'est plutôt l'historien Ibrahim Thioub qui vous parle. Cette précision me semble importante. Et c'est à ce titre que j'interviens à cette table ronde. Je ne suis pas un spécialiste à proprement parler de la révolution Torodo, mais je l'ai rencontré dans le cadre de mes recherches sur les traites esclavagistes et particulièrement la traite atlantique, et dans le cadre de mes recherches sur l'esclavage. Donc, je fais bien une distinction entre la traite des esclaves, je préfère même le terme de traite des captifs. Je fais donc la distinction entre la traite des captifs et l'esclavage. L'esclavage en tant que régime socio-économique connu de toutes les sociétés, en tout cas de la plupart des sociétés humaines qui existent, qui est différent de la traite qui est le commerce des captifs. Et au moment où ils sont commercialisés, ils ne sont pas encore des esclaves, ce sont juste des captifs. Et ils font un long processus pour qu'ils deviennent des esclaves. Cette précision est très importante quand on aborde cette période-là, qui est la période du XVIIIe siècle. L'œuvre de Thierno Souleymane Baal et du mouvement Torodo s'inscrit dans le contexte de la seconde moitié du XIXe siècle, du XVIIIe siècle. Et en l'inscrivant dans ce concept, dans ce contexte, on arrive vraiment à comprendre cette œuvre. La seconde moitié du XVIIIe siècle, c'est le moment où, dans l'ensemble de l'Afrique atlantique, on atteint l'apogée, le pic extrême de la traite atlantique, de l'ouverture extrêmement forte des sociétés sénégambiennes à l'économie de l'Atlantique avec ses conséquences sociales et politiques, qui arrive en profondeur dans le continent et qui a ses effets jusque sur la boucle du Niger, voire même au sud, qui se connecte jusque sur l'océan Indien. La traite qui a démarré déjà au XVe siècle, ça fait maintenant presque plus de 2 siècles et demi qu'on est dans ce système, qui est particulièrement rodé. Et ici, il faut préciser que cette traite a complètement modifié la géographie politique de l'espace de la Sénégambie. On a une nouvelle territorialité. Quand on regarde la territorialité politique de la région à cette époque, on n'est plus dans les grands empires qui se sont constitués à l'occasion de la traite, de l'ouverture du commerce transsaharien. Au commerce transsaharien avaient correspondu de très grands empires. Mais l'ouverture de l'Atlantique provoque un morcellement, une atomisation de l'espace politique, et chaque souveraineté qui se met en place cherche une connexion au commerce atlantique. Quand vous le regardez, tous les États côtiers forment des sortes de bandes de tout petits territoires, mais qui ont leur force parce que connectés à l'Atlantique. Et quand c'est à l'intérieur du continent, ces monarchies se connectent à l'Atlantique par l'intermédiaire des cours d'eau que sont les fleuves. Ce sont ce qu'on a appelé les régimes tièdo, qui se constituent à la faveur de la traite après l'éclatement, pour ce qui est de la Sénégambie Nord, de l'éclatement du Djolof.
Ce qui fait la puissance de ces États, c'est leur connexion à l'Atlantique. Et cette connexion, la principale activité économique, c'est le commerce des captifs. Que ces États bien organisés, sous des formes bien connues, assurent la capture des esclaves, des captifs. Comme j'ai dit, je préfère le mot captif ici, on pourrait en discuter, pour les amener sur la côte. Et du haut fleuve Sénégal, vous avez des captifs qui descendent en passant obligatoirement par la moyenne vallée. Participation des Maures également fractionnée. C'est de tout petits États, c'est l'atomisation politique qui est la caractéristique. Dans ce contexte, le Fouta a la particularité d'être un État relativement vaste, articulé à ce commerce atlantique par le fleuve, par la vallée du fleuve, par lequel remontent les bateaux qui viennent du Ngalam et qui arrivent sur Saint-Louis remplis de captifs. Le régime des Nyanké participe à cette économie, le régime du Kayor, du Walo, du Bawol, du Sine comme du Saloum. Ces régimes Tieddo atteignent un niveau de puissance extrêmement élevé, mais ils sont très fortement dépendants des compagnies de commerce qui ont installé des enclaves sur l'ensemble de l'Atlantique avec des comptoirs de commerce tout le long de la côte. Et là, on a un système assez huilé parce que inscrit sur la longue durée, de plus de 2 siècles et demi. Ceux qui sont les victimes des razzias organisées par les États ou organisées par des groupes au sein des États ont développé des capacités de résistance, d'adaptation à ce contexte de violence. Les régimes également qui se mettent en place se sont complètement accommodés, se sont complètement adaptés à l'économie de l'Atlantique. Et donc, c'est ce système-là qui atteint son apogée au XVIIIe siècle, soumettant les populations, les subalternes, pas l'ensemble des populations, mais particulièrement les subalternes, en particulier les populations rurales, à une pression extrêmement forte, basée exclusivement sur la violence. Ce sont des régimes qui, au XVIIIe siècle, sont extrêmement puissants. Même si, dès cette époque, le divorce qu'il y a entre la population, entre le peuple et ces régimes politiques est déjà assez prononcé et va porter leur dégénérescence qui atteint un niveau optimum au XIXe siècle. Et que la colonisation va achever. Et même les autres régimes djihadistes du XIXe siècle n'ont aucune difficulté à les balayer. On voit Maba Diakhou, qui a été étudié par le professeur Iba Der Thiam au XIXe siècle, en quelques 2 mois, partant de la Gambie, écrase tous les régimes qui sont en place et arrive très rapidement au Djolof, ce qui nous montre le niveau de dégénérescence des régimes politiques tieddo qui ont participé à la traite à cette époque-là, mais qui restent très puissants au XVIIIe siècle. C'est contre ce régime, en rapport avec la domination maure sur le fleuve, que s'insurge le parti Torodo. Mais là, il est important de signaler une certaine continuité historique dans la lutte contre la traite sous la bannière de l'islam. Déjà au XVIIe siècle, en 1673, jusqu'en 1677, s'est développé un mouvement connu sous le nom de mouvement Toubnan, dirigé par Nasr al-Din, quasiment un siècle avant Thierno Souleymane Baal, et qui arrive à défaire les régimes tieddo en mobilisant les populations autour de la lutte contre la consommation de l'alcool qui était le fuel de la traite des esclaves. Le régime des Bourdjoulites, rois musulmans, qui défait la plupart des régimes tieddo, instaure un nouveau régime, mais qui va durer 4 ans et qui est défait par une coalition des régimes tieddo avec Saint-Louis et les compagnies de commerce. On a énormément de sources sur cette première révolution musulmane qui est défaite. Et à l'issue de cette défaite,
se met en place quelque chose de très important, ce que j'appelle les réseaux propédeutiques musulmans en Sénégambie, qui sont installés du Fouta Djallon jusqu'à un pays maure, qui développent une éducation avec des foyers religieux entre lesquels circulent les talibés qui sont comme des étudiants ou des assistants des professeurs et qui vont chercher le savoir suivant les spécialités qui sont développées à tel ou tel endroit. Cela a une conséquence extrêmement importante parce qu'il met en place une solidarité islamique, met en place un système transethnique. Les talibés qui circulent vont en pays wolof à Pire, vont au Fouta Djallon, ils parlent plusieurs langues et au moment où ils déclenchent les révolutions du XVIIIe siècle, on a une solidarité islamique extrêmement importante. D'où l'importance du fait que les leaders de la révolution Torodo ont été en partie éduqués au Cayor et ailleurs en Sénégambie. Ça, c'est extrêmement important et c'est le résultat de la défaite de Nasr al-Din. Certains de ses partisans sont exportés vers le Mississippi. Ceux qui échappent arrivent à s'étendre dans toute la région et à mettre un réseau dense d'écoles. Et ce sont ceux qui ont été éduqués dans ces écoles qui vont poser le débat dans le Fouta, un débat public qui délégitimise le pouvoir d'Enyanké du point de vue idéologique. Dans un débat public, le régime d'Enyanké est défait. Mais la défaite idéologique ne suffit pas, il faut les défaire politiquement. Il faut les défaire militairement. Et pour cela, ça a été évoqué dans le film, je crois que c'est le professeur Sall qui en parle, le fait de faire éclater la coalition au pouvoir et d'arriver à enlever les CB va être un moment décisif sur le plan politique et militaire qui permet la victoire de 1776. Ce n'est pas la seule révolution de 1776 ou du XVIIIe siècle. On a un ensemble de révolutions au niveau de l'Atlantique, de l'ensemble de l'Atlantique. Au moment où au Fouta, on a une révolution, l'Amérique est en révolution au même moment. Et les deux révolutions, nous ne l'avons pas suffisamment étudiées, mais il faudrait penser à leur connexion. Puisque si Nasr al-Din a été défait au XVIIe siècle, c'est parce qu'il y a eu l'intervention de la colonie française, du comptoir français de Saint-Louis. Mais au moment de la révolution américaine, l'armée française est mobilisée en Amérique. Et je pense que c'est une connexion qu'il faudrait également approfondir. C'est l'échec de l'exportation de la révolution. La révolution a essayé de s'étendre à l'ensemble des États de la Sénégambie, mais cela n'a pas marché. Pourquoi? Parce que les monarchies tièdo, surtout en pays wolof, restaient encore très puissants parce qu'elles avaient réussi à intégrer des pans entiers de l'islam au sein de leur pouvoir. Quand vous regardez dans le Cayor, il y a des représentants musulmans dans le conseil qui élit le Damel. Il en est de même au Bawol et il dispose de fiefs, donc on a une intégration qui élargit la base du pouvoir d'un pays wolof à l'islam, ce qui rend difficile la même révolution qui est survenue au Fouta qu'on puisse l'avoir au niveau du Cayor, ce qui fait que l'exportation de la révolution du Cayor s'est heurtée encore à la puissance des États tièdo qui, au XVIIIe siècle, du fait de leur connexion encore forte avec l'Atlantique, disposent des ressources pour vaincre l'exportation de la révolution. C'est une des limites de cette révolution à l'échelle de la Sénégambie. Mais les musulmans du Cayor, du Bawol, du Jolof comme du Waalo ont réussi à contribuer très vigoureusement en héritant de ces révolutions, telles que Maba Diakhou et El Hadji Omar en feront la démonstration au XIXe siècle. Deuxième limite que je vois dans ce processus, c'est que le parti Torodo n'est pas une caste au départ. C'est le parti des musulmans. Et les musulmans
ne font pas de distinction entre un cordonnier, un forgeron ou un boiselier. On est musulman et c'est sur cette base qu'on entre dans le parti Torodo. Mais une fois qu'on a accédé au pouvoir, le contrôle du pouvoir et les enjeux économiques, les enjeux sociaux et politiques ont fait que le parti s'est cristallisé pour épouser le modèle de hiérarchie sociale dans le Fouta et se positionner au sommet pour se refermer sur lui-même. Je crois que ça, c'est une limite, et une limite qui était, je crois, perçue par l'Almami du Fouta qui était Thierno Souleymane Baal. Et je pense que le fait qu'il n'ait pas voulu exercer le pouvoir pour rester un combattant est un bon signe qu'il voulait garder cette utopie égalitariste du pouvoir. Et ça a été une des limites de la révolution. Le fait que le groupe Torodo s'est cristallisé en une caste, alors qu'au départ, c'est un parti politique ouvert à l'ensemble, recrutant ses membres dans l'ensemble de la société. Et c'est cette limite-là qui va entraîner le fait que la révolution n'a pas aboli l'esclavage au Fouta. La révolution a aboli le trafic des esclaves, des captifs. La traite des esclaves a été abolie par la révolution, mais la révolution n'est pas allée jusqu'au bout, jusqu'à l'abolition de l'esclavage, qui a continué au Fouta et qui donne encore des séquelles aujourd'hui, dont on voit parfois les conséquences malheureuses, y compris dans nos débats politiques qu'on a vécu il n'y a pas longtemps sur cette question. Je pense que nous n'avons pas suffisamment digéré et réfléchi cette utopie égalitariste qui était portée par la révolution, surtout au moment où il était le parti musulman. Je pense que c'est extrêmement important de le penser. Donc ce sont là, je pense, deux limites. L'exportation de la révolution, l'utopie égalitariste qui n'a pas réussi à casser les castes et à abolir définitivement l'esclavage. Je vous remercie de votre attention. Dans le monde au sein duquel nous évoluons, qui est celui de la mondialisation, nous sommes confrontés à un phénomène qui risque de se traduire par la disparition des réalités des pays comme les nôtres, parce que la mondialisation, elle agit par effacement des différences, en essayant de projeter au devant de la scène une pensée unique dans le moule duquel l'ensemble des populations du monde finissent, bon gré mal gré, par se calquer. Cela est extrêmement grave dans des pays tels que les nôtres, parce que notre pays a non seulement connu un processus de colonisation, un processus d'agression lié à la traite atlantique, mais également un processus de néocolonisation qui fait qu'en définitive, beaucoup de problèmes qui ont jusqu'à présent empêché sa population de s'approprier son patrimoine historique et d'essayer de l'utiliser à des fins de réarmement moral n'ont pas été mis en œuvre. Très peu de personnes connaissent Thierno Souleymane Baal, tout comme très peu de personnes connaissent l'université de Pire dans laquelle il a été fondé, comme très peu de personnes connaissent Khali Amar Fall, qui en a été le fondateur en 1603 et qui a donné son nom à l'amphithéâtre de l'université Cheikh Anta Diop. Je me rappelle, lorsque j'avais à l'époque proposé, en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, que l'amphithéâtre de l'université Cheikh Anta Diop porta le nom de Khali Amar Fall, au cours du conseil de l'Assemblée de l'université qui s'est réuni, personne parmi les recteurs présents et les doyens ne savait qui était Khali Amar Fall, à l'exception de Amar Samb. Et c'est Amar Samb qui a été amené à leur dire qui était ce personnage. C'est la raison pour laquelle la décision, en définitive, est passée. Nous sommes ici en face d'une personnalité
qui a joué un rôle important parce que l'université de Pire a joué une fonction tellement déterminante qu'elle était devenue le point focal de l'action que le système colonial envisageait d'entreprendre au niveau de la Sénégambie pour éradiquer une fois de façon définitive l'islam. Tout le monde connaît l'expédition qui a été lancée contre l'université de Pire pour essayer de la détruire de façon systématique. Et vous savez également que les gens de Pire, ayant été informés de ce projet, se sont organisés et ont décidé qu'ils ne feraient que assurer la protection de l'ensemble du patrimoine intellectuel dont ils se servaient, c'est-à-dire les livres et les écrits qui étaient la base de leur enseignement, de sorte à les soustraire à l'influence du système colonial, de manière que, quel que soit ce qu'on aura à faire à Pire, ils puissent, après le passage des troupes coloniales, poursuivre leur entreprise de formation islamique. Quand le gouverneur est venu avec ses troupes, ils ont brûlé tout Pire. Ils n'ont pas pu trouver les livres qu'ils cherchaient. Ils avaient creusé des trous dans lesquels ils les avaient gardés et avaient trouvé un moyen qui permettait de les recouvrir d'un produit fait à base, paraît-il, de feuilles de maïs et de peau de chameau, un produit qui résiste aux mythes, qui résiste à l'humidité et qui résiste à toutes les autres formes de dégradation. C'est ce qui nous permet d'ailleurs aujourd'hui encore de disposer de la bibliothèque de Thierno Souleymane Baal, parce que l'ensemble de sa bibliothèque est quasiment intacte, parce qu'elle a été conservée selon les mêmes processus. C'est pour vous dire simplement que ce qui s'est passé s'inscrit aussi dans l'histoire de l'islam dans notre pays. Parce que tout le système qui a été mis en place à Pire n'était pas un système inventé ex nihilo. Il tenait compte de la longue tradition islamique qui s'était faite depuis l'époque du prophète jusqu'à cette époque du XVIIIe siècle et qui a été transmise à travers différentes séquences dont il est possible de retrouver les étapes. Ce n'est pas un fait du hasard si Thierno Souleymane Baal regroupe autour de sa personne à la fois une qualité de stratège politique, une qualité de stratège militaire, une qualité de stratège religieux. D'autres chefs avant lui ont réuni ces différentes responsabilités et ces différentes qualités et ont pu, grâce à cela, faire face à tous les problèmes auxquels ils étaient confrontés de leur vivant. Si nous devons donc essayer aujourd'hui d'échapper à la mondialisation, il me paraît important que nous fassions l'effort de porter notre attention sur notre passé et sur notre culture. Tout à l'heure, le professeur Thioub a dit que beaucoup de questions que nous avons à résoudre sont des questions qui, en fait, avaient déjà été posées dans notre pays et que d'autres les avaient résolues avant nous. Il a parfaitement raison, y compris les problèmes qui se posent dans notre actualité la plus brûlante aujourd'hui. Ce sont des questions qui déjà étaient posées depuis 1776. Mais ce qui, à mon avis, me paraît important chez Thierno Souleymane Baal, c'est que nous avons, à travers cette personnalité, une sorte de synthèse de tout ce que la Sénégambie a connu pendant toute la période qui a été depuis l'époque où l'islam y est arrivé jusqu'au moment où sa révolution a éclaté. Il ne faut quand même pas oublier que nous sommes dans une zone qui a bénéficié d'un héritage extrêmement ancien, d'un humanisme qui trouve ses racines dans l'Égypte pharaonique. Déjà dans la fondation de celui que l'on appelait le prince qui était chargé d'exercer le pouvoir dans l'Égypte pharaonique, il y avait beaucoup de préceptes et beaucoup de règles qui étaient des règles humanistes extrêmement élevées qui
ont été en titre reprises par beaucoup de religions qui se sont développées et qui, en fin de compte, ont donné naissance en Afrique à des pôles d'humanisme extrêmement développés, tant et si bien que même le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, quand il a eu à chercher un refuge pour abriter les premiers musulmans qui, à la Mecque, étaient confrontés à des persécutions insupportables, il a choisi un pays africain pour que ce pays soit appelé à les abriter, en disant ce pays est dirigé par un roi qui est un homme juste, qui ne fait de mal à personne. Il n'a pas choisi un pays arabe alors qu'il y en avait à côté de lui, il a choisi un pays africain qui était en l'occurrence l'Éthiopie et qui était même de confession chrétienne. Vous savez également comment s'est développée dans notre zone la charte du Kouroukan-Fouga, qui est un modèle d'humanisme extrêmement développé pour l'époque qui nous concerne, où la vie est assurée, la protection de la femme est garantie, celle de l'esclave également, les règles devant régir les relations qui accorderaient aux diplomates l'immunité étaient également établies, le travail était célébré comme étant un élément de valorisation sociale et la société était organisée de manière à pouvoir fonctionner sur la base de la paix, dans l'unité, l'entente, la coopération et le respect mutuel. Vous savez également que quand nous sommes sortis de cela, nous avons connu des régimes qui ont eu un rôle extrêmement important dans le processus visant à façonner les consciences. Je pense que la grande aventure almoravide, qui a commencé sur les berges du fleuve Sénégal et s'est prolongée jusqu'au cœur de l'Espagne, représente une étape particulièrement importante. On a parlé tout à l'heure du mouvement Nasr el-Din, qui a été une étape importante, même si sa durée n'a pas été particulièrement importante. Et il y a eu la guerre des marabouts et d'autres événements qui sont tous des événements qui marquent de façon indubitable l'existence d'une conscience musulmane extrêmement développée dans la zone, parce que les pôles dans lesquels se développait l'islam étaient nombreux. Ce n'était pas seulement Kepir, c'était le Mbakhol, c'était le Nguik, c'était le Ndiagourey, c'était Koki, c'était Nyomre, c'était d'autres endroits extrêmement importants, c'était Yamal et tout ça, où les gens déjà avaient mis sur pied des mécanismes et des processus permettant, en s'appuyant sur les valeurs de l'islam et sur la gouvernance telle qu'elle a été définie par les khalifes Rachidoun, en s'inspirant de l'exemple du prophète, pouvaient permettre d'avoir une société d'équilibre, une société de justice, une société également de droiture et d'intégrité. Et je pense que c'est tout cela que Thierno Souleymane Baal a pris en compte dans une synthèse harmonieuse pour tenter de le mettre en application. Si on ne place pas cette dimension essentielle, qui est une dimension qui, à mon avis, est fondamentale et stratégique, on ne comprendra pas le sens du combat qu'il a eu à mener. Parce que l'ensemble des préceptes qu'il a posés sont des préceptes qui sont en adéquation parfaite avec les préceptes de l'islam. Il n'a, de ce point de vue, jamais essayé de sortir des préceptes de l'islam. C'est parce qu'il a voulu rester conforme à la sunna ainsi qu'à la charia qui a pu définir un style de gouvernement qui permettrait aux Fouta de pouvoir, en fin de compte, non seulement se libérer de la domination maure, mais également promouvoir un système grâce auquel il pourrait mettre sur pied une gouvernance fondée sur le bien-être des populations. Je voudrais ajouter que la décision qu'il a prise de ne pas accepter d'exercer le pouvoir donne également à sa geste une dimension tout à fait exceptionnelle. Ce n'est pas quelqu'un qui a décidé d'engager le changement qui devait intervenir au Fouta pour des raisons personnelles. Et nous sommes au XVIIe siècle. C'est-à-dire à une époque où la lutte pour le pouvoir en Europe est une lutte particulièrement acharnée et impitoyable. La lutte pour le pouvoir en Amérique est également à peu près identique. Il en est de même dans l'Amérique latine, il en est de même en Asie. Qu'on voit en Afrique,
un fils de notre continent, prendre l'initiative, après avoir libéré son pays de l'emprise des morts et de la suggestion que ce dernier faisait régner sur le Fouta, après avoir été plébiscité par les oulémas pour qu'on puisse le prendre pour diriger l'imama, refuser d'exercer cette responsabilité, c'est une leçon qu'il a donnée à l'humanité qui dépasse de loin tout ce que nous avons vu jusqu'à présent dans d'autres pays. Rappelez-vous ce que la guerre de 100 ans a entraîné comme conséquence en Europe. Rappelez-vous ce que la lutte pour le pouvoir a eu comme conséquence. Rappelez-vous ce que les guerres de religion ont eu comme conséquence dans un pays tel que la France. Rappelez-vous ce que l'Angleterre a connu comme soubresauts liés à différentes révolutions qui sont toutes des entreprises dans lesquelles des enjeux de pouvoir étaient en cause. Rappelez-vous ce que les premiers moments difficiles qu'un pays tel que les États-Unis a connus et tout ce qu'ils ont eu à dominer comme difficulté, comme obstacle et comme facteur capable de remettre en cause les options fondamentales qui devaient être les leurs. Que nous ayons donc dans notre pays un leader politique qui non seulement s'investit lui-même dans le combat, participe à toutes les batailles, il donne le meilleur de lui-même, mais qui au moment du succès, lorsqu'il obtient la victoire et lorsqu'on procède au choix d'un dirigeant, décide de rester un combattant au service de la foi, mais de ne pas accepter d'exercer le pouvoir, me paraît être quelque chose de particulièrement fort que nos jeunes doivent connaître, que notre pays doit connaître, que les Africains doivent connaître, pour qu'on sache que l'Afrique n'est pas seulement la terre où les gens, pour le pouvoir, se battent éperdument sans tenir compte de quelque facteur que ce soit, que nous avons aussi chez nous des humanistes et des hommes, n'est-ce pas, armés d'une morale extrême, capables, dans n'importe quelle circonstance, de mettre en avant ce qu'ils croient être l'intérêt supérieur de la nation. N'est-ce pas? Je pense également que, en décidant de s'attaquer à l'esclavage et en posant des gestes qui permettaient, lorsqu'ils se trouvaient en face de personnes qui étaient victimes de l'esclavage, d'intervenir pour les libérer et leur rendre la liberté, c'est un geste d'une grandeur exceptionnelle, même si déjà des actes de cette nature ont pu être enregistrés ici ou là, n'est-ce pas? Ce qui est important, c'est que lorsque dans son régime à lui, il considère qu'un homme qui sait lire et écrire le Coran et qui est un musulman ne peut pas être un esclave et doit être nécessairement libéré s'il a été un esclave, c'est une option qui me paraît extrêmement importante et qui marque également un pas en avant par rapport à tout ce que nous avons eu à connaître, qui est une zone de tradition, fortement dominée pendant plusieurs années, pendant plusieurs siècles, par des forces étrangères, où existait le phénomène de la royauté, de rompre avec le phénomène de la royauté, pour installer une république qui sera la première république noire, car contrairement à ce qu'on dit, la première république noire n'a pas été la république Lébou. La première république noire n'a pas été la république d'Haïti. La république d'Haïti a commencé quand Toussaint Louverture a lancé la bataille entre 1791 et 1797. Déjà, Thierno Souleymane Baal avait instauré la république. La république Lébou a commencé beaucoup plus tard, au début du 19e. Par conséquent, je pense que déjà à cette époque-là, en rompant avec la royauté, pour instaurer un régime républicain, en disant désormais le pouvoir, il va se passer dans le cadre de l'imama, et celui qui va l'exercer, c'est quelqu'un qui va le transmettre non plus à quelqu'un de la même famille que lui ou du même sang que lui, mais à quelqu'un qui correspondra à des critères bien déterminés, en définissant des critères d'acception au pouvoir, critères qui existaient déjà dans le Cayor, dans un certain nombre de cas. Mais ici, il s'agit de critères à consonance islamique. Il faut qu'il sache qu'il connaisse le Coran, qu'il connaisse la Sunna, qu'il ait toutes les qualités nécessaires pour faire un bon imam. Il faut que ce soit quelqu'un qui soit suffisamment équilibré pour faire face à toutes les forces et pressions qui pourraient s'exercer sur lui.
mais il faut qu'il n'exerce son mandat que pendant 2 ans, pendant 2 mandats et 2 mandats seulement, et que s'il veut aller au-delà de ces 2 mandats, on doit l'en empêcher. Il a posé un acte d'une portée qui dépasse le XVIIIe siècle, le XIXe siècle, le XXe siècle, et qui ne commence à être appliqué au XXIe siècle uniquement. Je vous rappelle que même aux États-Unis, lorsque la Constitution américaine a prévu que le président de la République ne pouvait pas se présenter à plus de 2 mandats, il est arrivé des moments où on a changé la Constitution pour permettre à un président de se présenter à un 3e mandat. Thierno Souleymane Baal, lui, dit jamais il n'y aura d'entorse à cette règle. Il faut obligatoirement qu'on procède au changement de l'imam, et s'il y a des forces qui veulent s'y opposer, il faudra leur appliquer la règle du droit et la règle de la force. Je ne sais pas si on réfléchit assez à la profondeur de pensée de cet homme, à son génie politique, à sa vision prospective, sa capacité de dominer les événements, de lire dans l'avenir, de comprendre que la stabilité, elle réside dans une gouvernance qui est sobre, qui est limitée, qui est contrôlée, qui est assortie de conditions. Nous sommes à une époque où l'Europe se débat de façon singulière dans le pouvoir personnel royal et où des chefs d'État disent « l'État, c'est moi ». Nous sommes à une époque où n'importe quelle autorité investie du pouvoir croit avoir le droit de faire ce qu'il a envie de faire. Je vous rappelle simplement que jusqu'au XIXe siècle, beaucoup de critiques que les gens ont faites à Sidia Léon Diop, par exemple, quand il était roi, quand il était le chef de canton de Mernaguen, c'était le fait que, sur la gestion d'un certain nombre de problèmes concernant la collectivité, on ne le faisait pas selon les règles qui étaient en général souhaitées par Thierno Souleymane Baal. Alors, c'est la raison pour laquelle je dis que la vision que cet homme a, ça me paraît tellement original, ça me paraît tellement avant-gardiste, que le Sénégal devrait en faire un porte-drapeau pour montrer au monde entier que l'Afrique n'est pas une terre où la démocratie est absente. Elle est dans notre culture, elle est dans notre histoire, que nous avons même conçu une démocratie plus avancée que celle de ceux qui se présentent comme des donneurs de leçons. Et ça, quand même, c'est quelque chose de particulièrement important. En décidant de prélever sur les caisses de l'État les moyens nécessaires pour venir en aide aux pauvres, aux femmes, aux indigents, aux malades, il anticipe la notion de bourse de sécurité familiale. Et cela bien avant les Brésiliens. Et cela bien avant l'exemple que nous sommes en train de vivre ici au niveau du Sénégal. Mais en instaurant en même temps une justice qui accepte le recours pour contester les décisions et qu'il décentralise de manière qu'il touche tous les secteurs de la société, et en l'organisant autour d'hommes choisis en fonction de leur probité, de leur intégrité, il nous place dans un contexte où nous sommes en train, il y a quelques jours, d'être témoins d'un document écrit par un magistrat qui lui-même nous indique les voies par lesquelles on doit passer pour libérer la justice de l'emprise du pouvoir afin de lui permettre d'exercer son magistère de façon convenable. Et cela, lui, depuis 1776 déjà, il l'avait plus ou moins posé. Avant Jules Ferry, il a instauré la gratuité de l'enseignement. Et l'a étendue à toutes les couches, sans tenir compte de leurs conditions sociales.
Et c'est quelque chose qui me paraît parce que ce qui a fait la force de Jules Ferry et ce qui lui a donné son aura politique, c'est l'action qu'il a menée pendant la Troisième République au service de l'école. Lui avait déjà franchi cette étape. Et bien avant lui, il avait posé ces différents jalons. Alors, c'est la raison pour laquelle, quand il dit que même quand vous élisez un chef, l'imam, surveillez-le pour savoir est-ce qu'il s'enrichit. Lorsque donc, déjà, il pose le problème de l'enrichissement illicite, illégal, la nécessité de rendre compte, l'obligation de se justifier et la capacité de sévir contre ceux qui iraient à l'encontre de tels principes. Il nous met également au cœur d'une problématique extrêmement contemporaine qui jusqu'à présent n'a pas encore été réglée par le monde développé, puisqu'aujourd'hui encore, à travers le secret bancaire et à travers d'autres pratiques qui ont usage dans la plupart de nos pays, la transparence n'est pas encore quelque chose de particulièrement accepté comme tel. Alors tout cela, quand nous avons des fils du Sénégal,